Non mais le vin rosé, ça mélange un vin blanc avec un vin rouge. C'est René qui me l'a dit la dernière fois. Si vous avez déjà entendu ces propos intolérables, alors il est grand temps de saisir ces gens par le col et de les obliger à écouter cette première émission de Vintelligible. Bonjour à tous les vins intéressés, les vins conditionnels et les vins fatigables du vin, et bienvenue dans Vintelligible. Première émission aujourd'hui, je résume très brièvement ce que va être ce podcast, parce que vous avez déjà une vidéo de présentation que je vous incite à aller voir. Je suis Ben, passionné de vin depuis des années, et j'ai eu une idée il y a quelque temps de faire un podcast de vulgarisation sur le vin et a priori sur le vin français, qui sera à la fois conçu pour les novices et pour les amateurs confirmés. L'idée étant bien sûr de rendre le vin plus accessible au plus grand nombre d'entre vous. Je précise quand même que je ne suis pas un professionnel du vin, je suis actuellement en reconversion dans le but d'intégrer les métiers du vin, donc c'est possible qu'il y ait 2-3 bêtises dans cette émission. Le plus simple c'est de me le faire remarquer dans les commentaires gentiment, comme ça tout le monde est gagnant. Voilà pour les présentations. Alors moi, il faut savoir que je suis dans le sud-ouest, à proximité des vignobles de Gaillac et de Fronton. Je suis un grand amateur de vins rouges et de liquoreux, même si j'essaye évidemment de m'intéresser à tous les types de vins, mes préférences vont clairement sur ces deux types de vins-là. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser aux grands types de vins et aux grandes familles du vin. Alors, ce sont les premières émissions, on revoit un petit peu les bases, on essaye de faire des émissions très généralistes, puis on va rentrer de plus en plus vers le spécifique, parce que je vous rappelle quand même que on est parti pour on va dire, entre 50 et 100 émissions. On va être ensemble pendant un petit moment. Alors, je crois que quand on parle de vin, le plus simple pour démarrer, c'est d'être de donner une définition, en tout cas selon la loi, de ce qu'est le vin. Alors, le vin, c'est tout simplement une boisson alcoolisée obtenue par fermentation des raisins. C'est une boisson qui ne peut pas être en dessous de 8 degrés 50 d'alcool. D'ailleurs, au passage, comment se crée l'alcool dans le vin ? C'est simplement le sucre des raisins qui, en fermentant, va donner de l'alcool. Et aussi, voilà, quand on s'intéresse au vin, il faut savoir comment est fait le grain de raisin, en fait, tout simplement. Puisque tous les éléments qu'on va retrouver dans le vin sont dans les rafles et les grappes de raisin. Alors, il faut savoir que dans un grain de raisin, il y a 80% d'eau, des alcools, c'est l'alcool éthylique, donc obtenu par la transformation des sucres par des levures. C'est ce qui va provoquer une sensation de chaleur en bouche quand vous allez déguster un vin. Il y a aussi des acides qui sont déjà naturellement contenus dans le raisin, mais aussi obtenus par fermentation. Les acides, c'est ce qui fait saliver, c'est cette sensation-là. Il y a aussi des polyphénols. Alors dans les polyphénols, on range les colorants naturels du raisin, mais il y a aussi les tanins qui sont contenus dans la peau et dans les pépins du raisin, qui vont apporter cette sensation d'astringence, de sécheresse en bouche, d'amertume. C'est ce qui va vous faire coller la langue au palais, ou par exemple, voilà, si vous voulez retrouver cette sensation de tanin, ce serait que c'est un petit peu abstrait à expliquer, c'est quand vous faites trop infuser un thé, et cette sensation de sécheresse en bouche qui va vous faire grimacer, quoi. Dans le grain de raisin, il y a aussi des sucres résiduels, c'est ce qui va apporter la sensation de gras. Alors normalement, dans les vins secs, ces sucres résiduels, ils doivent être en dessous ou égal à 2 grammes par litre. Dans le grain de raisin, il y a aussi des substances salées, des ions, en très faible quantité quand même. Il y a aussi du gaz carbonique, c'est ce qui va apporter la fraîcheur, et ça accentue évidemment la sensation d'acidité. Et il y a aussi des substances aromatiques. Voilà, donc vous voyez quand même, c'est quand même complexe, et ça va expliquer effectivement toutes ces sensations différentes qu'on peut éprouver en dégustant du vin, pourquoi le vin aussi est aussi complexe, pourquoi le vigneron doit chercher un certain équilibre, et aussi pourquoi c'est un monde d'initiés, tout simplement. On estime que dans la peau du raisin est contenu les arômes, les levures et les colorants, d'où l'importance de laisser macérer ou pas, bien évidemment. Dans les rafles, c'est-à-dire la partie de la grappe qui ne se mange pas en fait, il y a évidemment des arômes végétaux. Dans la pulpe du raisin va être contenu les acides, l'eau et le sucre. Et on peut déjà commencer à répondre à la question pourquoi les vins rouges vieillissent mieux et plus longtemps surtout que les autres vins. C'est très simple, c'est qu'en fait, ils sont plus riches en tanins généralement, et ils sont aussi moins sensibles à l'oxydation. Alors ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer à voir quelles sont les grandes familles du vin. Moi j'en ai relevé 7. En premier on a les vins rouges bien évidemment. Ensuite on a la famille des vins blancs, mais qui se décompose en 3 catégories. Alors on a les blancs secs ou blancs tranquilles. Ensuite les moelleux et les liquoreux. Ensuite on a les effervescents, donc les champagnes et les créments. Ensuite on a les vins rosés, bien évidemment. Ensuite vient de la catégorie des vins doux naturels et des vins de liqueur. Et ensuite, on a un petit peu les ovnis, qui sont les vins colorés, on va dire. Puis ensuite, on va développer plus en détail chacune de ces familles-là. Il me faut aussi vous parler de la vinification, puisque c'est quand même essentiel pour savoir quel type de vin on va obtenir, rouge, rosé ou blanc.
Ça paraît simple, mais vous allez voir, c'est pas si évident que ça, quand même des subtilités. En tout cas, je suis obligé de vous parler de cette opération qui s'appelle le pressurage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté les grappes de raisin sur les pieds de vigne, on va presser les grains de raisin, donc le jus va être au contact avec la peau des raisins, les pépins, et même un petit peu auparavant avec les feuilles et les rafles, donc ça va apporter, en tout cas pour les vins rouges, des tanins, des couleurs évidemment, des minéraux, certains arômes bien spécifiques aussi. Ensuite, on va séparer le mou du jus, puis vraiment dans le dernier processus de vinification, on va choisir de filtrer le vin ou pas. Pour le vin blanc, c'est très simple, hein. Le vin blanc, on va chercher juste à presser et à ne garder que le jus du raisin. Pour le rosé, ça va se compliquer parce qu'il y a quand même généralement deux grandes méthodes. Soit on choisit la méthode du pressurage direct, comme pour un blanc en fait, on presse et en fait le vin va se colorer en contact avec la peau du raisin mais va pas baigner avec si vous voulez. C'est ce qui va donner globalement des rosés pâles et minéraux. Soit on peut obtenir le vin rosé par saignée. Au final, ça va ressembler un petit peu à la vinification du rouge. Évidemment, là, ça va donner des rosés avec une robe plus soutenue. Donc là, c'est une macération qui va durer 24 heures maximum. Puis ensuite, on va séparer le jus du mou, c'est-à-dire toutes les matières solides, hein, le pépin, la peau. En général, on enlève les rafles quand même hein, dans la plupart des vins. Et évidemment, c'est un rosé où on va retrouver des tanins. Voilà, c'est des rosés que vous allez pouvoir garder un peu plus longtemps que les autres. Alors on va pas trop rentrer dans les détails, on verra ça dans de futurs podcasts dédiés au rouge, au blanc, au rosé, fait toutes les familles qu'on va voir aujourd'hui. Faire un vin évidemment c'est un processus qui est très complexe. Mais déjà pour vous donner un petit ordre d'idée, par exemple pour le blanc, on estime qu'il faut une dizaine de jours pour que les levures, au cours de la fermentation en fait, aient mangé et transformé en fait tous les sucres du raisin. Et ensuite l'élevage, c'est-à-dire soit on fait un choix parce que les blancs ça existe aussi, il y a des blancs en barrique pour apporter des saveurs bien particulières, même si c'est bien plus rare il faut le dire. L'élevage, donc généralement c'est une cuve en inox, soit en fût de chêne, ça va durer entre 3 et 4 mois et ça peut monter jusqu'à 18 et 24 mois. Pour un rouge, on estime que la fermentation dure de 2 à 3 semaines et l'élevage n'excède pas les 36 mois, puisque de toute façon c'est quand même assez rare que les vignerons aient assez de cuves pour pouvoir cumuler le fruit de vendange successive. Alors évidemment pour les vins rouges, on peut choisir d'assembler plusieurs cépages, c'est ce qu'on va appeler un vin d'assemblage, et on va essayer de retrouver un certain équilibre entre plusieurs notions qu'on verra plus tard, ou avec un seul cépage, ce qu'on va appeler les vins monocépages. Ça existe aussi en blanc, et ça c'est vraiment plus fréquent dans la partie nord de la France. Mais évidemment, hein, puisque le vin, comme je vous dis, c'est quelque chose de très complexe, on a aussi des cépages rouges qui font un jus blanc, évidemment. Sinon, ça serait trop simple. On a par exemple le gamay ou le cinsault qui, s'il n'est pas en macération avec la peau du raisin, donne un jus relativement clair, on va dire. On verra ça dans un podcast consacré au champagne. On a aussi le blanc de noix, qui viennent nous rappeler que même si vous avez un cépage qui se présente sous la forme de grappes de raisin rouge, vous n'obtiendrez pas forcément un jus qui est rouge ou rosé. Bon, ça, encore une fois, c'est les subtilités qu'on verra plus tard. Donc en plus, bon, pour ce qui est du champagne, il peut y avoir des assemblages, donc c'est quand même assez particulier. Voilà pour l'introduction. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans les types de familles de vins, parce qu'on traîne, mais on va quand même essayer de faire un format assez court pour ces émissions. Donc, première famille de vins, les vins rouges. Là, vous allez voir, je vous ai fait des petits visuels. N'hésitez pas à bien les regarder, voire à les enregistrer. Je pense que je les mettrai sur mon compte Instagram. Déjà parce que j'ai mis pas mal de temps à les faire, l'air de rien, et puis je pense qu'ils sont assez complets. Donc, les vins rouges, hein, des vins de couleur rouge, c'était très très basique. Alors, les principales régions de production de vins rouges en France, hein, j'insiste bien en France, on verra dans plusieurs émissions les vins d'Europe et du Nouveau Monde, mais déjà pour l'instant je suis pas du tout assez calé là-dessus. C'est largement assez complexe de parler de vin français, donc on va rester là-dessus. Donc les principales régions de production de vin rouge en France, on a évidemment le Bordelais, le Sud-Ouest, le Languedoc et le Roussillon, la vallée du Rhône, le Beaujolais et le Jura. Et là vous allez dire, mais quid de la Bourgogne? Eh bien la Bourgogne ne produit finalement que 29% de vin rouge sur la totalité de sa production de vin, et 70% c'est du vin blanc. En tout cas c'est les chiffres de 2020. Donc contrairement aux idées reçues, effectivement ce sont des grands crus, un petit peu difficiles à trouver, en tout cas à des prix raisonnables, mais parce que finalement ils n'en produisent pas tant que ça. Voilà. Ensuite, on va voir la subdivision des vins rouges, les types en fait de vins rouges, les styles. Je pense que le mot style est quand même plus approprié d'ailleurs. Premièrement, on a des rouges légers, ça va correspondre plutôt à la partie nord et est de la France. Ensuite va venir les rouges plus charpentés, plus puissants. Là-dedans, on a la rive droite de Bordeaux, on a certains vins de Loire et du Rhône, et on a les vins du Languedoc-Roussillon. Ensuite, dernier style de vin rouge, on a les rouges tanniques, qui correspondent généralement aux vins de garde, hein, même si bon, il y a certains vins qui rentrent un petit peu dans les deux dernières catégories. Mais dans les rouges tanniques, on va classer les vins rouges de Bordeaux, en tout cas rive gauche, certains vins de la vallée du Rhône, et ensuite deux cépages qui sont très tanniques, que sont le Malbec à Cahors et le Tanat à Madiran, donc le sud-ouest. Donc pour ce qui est de la couleur, hein, le vin rouge c'est globalement un vin qui dans sa jeunesse va avoir des nuances violettes, rouges, et puis en vieillissant qui va évoluer sur des notes de tuilé, de brun. Alors un vin rouge globalement ça se sert entre 15 et 17 degrés, ça fait partie avec les vins doux naturels des vins qui se servent le plus à des températures ambiantes en fait, puisqu'évidemment plus le vin va être frais, plus les arômes vont avoir des difficultés à se libérer, et vous allez percevoir une sensation de fraîcheur, mais finalement assez peu d'arômes. Après il faut faire attention parce que
évidemment. Et plus vous montez la chaleur, plus c'est l'alcool qui va ressortir, qu'il faut trouver quand même un certain compromis. Mais bon, encore une fois, on consacrera aussi un podcast sur la température de service des vins. Ensuite, le potentiel des gardes pour les vins rouges. Les rouges légers vont se conserver autour de 3 ans, les vins charpentés autour de 8 ans, et les vins tanniques auxquels on rajoute les grands crus de Bourgogne vont se conserver 10 ans, voire plus. Pour ce qui est des arômes principaux, dans les vins rouges, on va retrouver évidemment toute la catégorie des fruits rouges, des fruits noirs, même si les fruits noirs globalement c'est quand même plutôt caractéristique des vins du sud. Des épices, le plus commun c'est le poivre et la réglisse. Les herbes aromatiques, on pense notamment aux vins du Languedoc-Roussillon et de la vallée du Rhône qui vont avoir ces nuances de garrigue, de thym, de romarin, etc. qui sont quand même très caractéristiques de ces terroirs-là. Des arômes de violette, des arômes de pivoine, de poivron, donc voilà, on a aussi du végétal et du floral qui se mêlent à tout ça. Les vins rouges vieux, eux, évoluent plus vers des notes de fruits cuits, de fruits confits, et vraiment toute la gamme en fait animale, donc le cuir, le gibier, mais aussi les empyromatiques, donc le grillé, le café, le cacao, des notes de fruits secs, de champignons. Vous n'êtes pas sans savoir que les vins rouges, le vigneron peut choisir de les faire vieillir en fût de chêne ou pas. Alors qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte des arômes différents bien évidemment, et des tanins bien particuliers aussi. Mais globalement en termes d'arômes, on va avoir des notes de sous-bois, de vanille, de cannelle, de tabac. Voilà pour l'essentiel. Alors évidemment, dans les vins légers, qu'on peut appeler les vins souples aussi, on va ranger toute la catégorie des vins primeurs. Au lieu de raisonner géographiquement, on pourrait aussi, et c'est le choix de Loïc Geoffrey de Vinstache que je salue, bien évidemment, raisonner par cépage en fait. Alors les vins légers, globalement, ça va correspondre au gamay, au senso, voilà ce genre de cépage. Le pinot noir, bien connu en Bourgogne, est un cépage peu tannique. Évidemment, dans les vins rouges charpentés, on va retrouver plus de puissance aromatique, plus d'astringence, et évidemment, les tanniques. Ça, c'est des vins rouges qui vont nécessiter minimum 5 ans de garde pour pouvoir commencer à s'exprimer. Globalement, c'est des vins dont le premier nez est beaucoup plus discret. Ce sont des vins qui vont nécessiter plus de temps en fait pour développer tout leur potentiel aromatique, et Dieu sait s'il est grand. Mais je pense qu'il faut aussi s'enlever de la tête que les vins tanniques sont des vins imbuvables. Évidemment, bon, ça c'est pas des vins que je vous conseillerais de déguster quand vous débutez dans le vin parce que vous allez vous écœurer en fait. Mais on a des vins tanniques qui sont tout à fait fruités, je pense notamment au Madiran qui est un petit peu mon chouchou des vins rouges. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour finir ? Que des fois les arômes du vin rouge, on l'a déjà dit, c'est plutôt parfois plus l'expression du terroir que du cépage même. On verra aussi dans un prochain podcast les notions de terroir. Vous voyez, il y a beaucoup d'occasions pour faire de futures émissions, c'est pas un souci. Alors pour faire très bref, le terroir c'est tout ce qui va être l'influence du sol, du climat, mais pas que. Alors évidemment, quand on parle de vin de garde, il faut savoir que le vin a une vie, qu'au bout d'un moment, évidemment, le vin est en déclin. C'est pour ça que je vous mets le potentiel de garde dans les visuels. Ne partez pas dans l'idée qu'un vin se conserve indéfiniment. C'est faux. Et justement, on va finir là-dessus. Il faut savoir que les vins rouges, en vieillissant, perdent globalement, c'est pas toujours vrai, mais en fait c'est quand même une règle générale, de l'acidité et de l'astringence. En tout cas, les tanins vont tendance à s'affiner, à devenir veloutés, fondus, donc à rendre le vin plus élégant. Globalement, l'équilibre pour les vins rouges, ça va se baser autour de 3 notions que sont l'acidité, l'astringence, donc les tanins, et le moelleux lié à l'alcool. Et il y a même, j'ai envie de dire, 2 autres notions qui rentrent en compte, qui vont être effectivement, si le vin a été vieilli en fût, les notions de boisé, qui malheureusement à Bordeaux sont en train d'évoluer, mais sont quand même très excessives, je trouve. Et aussi les notions d'épices, qui, je trouve, si elles sont en trop grand nombre aussi, peuvent vraiment gâcher l'équilibre d'un vin. Pour le vin rouge, va se rajouter une notion qui est très importante, qui est la persistance aromatique ou la longueur en bouche, qu'on peut appeler la note finale aussi, qui va être finalement, une fois que vous avez avalé le vin, est-ce que les arômes et les saveurs de ce vin-là vont vous rester en fait en bouche ou pas du tout ? Et ça va se mesurer en secondes. Et vous verrez qu'il y a des vins qui ont une longueur très courte, voire quasiment absente, et d'autres qui vont être très longues. Ça va être le cas par exemple dans les vins vieux, et c'est le cas aussi dans les vins liquoreux, et c'est ce qui, je trouve, rend un vin mémorable ou pas, quoi. Voilà pour les vins rouges, on va essayer de passer plus rapidement sur les vins blancs secs. Donc les vins blancs secs, les principales régions de production en France, c'est la Loire, le Sud-Ouest, la Bourgogne, l'Alsace, le Jura et la Savoie. En termes de style de vins blancs secs, on va voir les vins blancs légers dans la partie pareil nord et est de la France. C'est une règle générale de toute façon, en termes de puissance et d'arôme, il y a vraiment 2 styles différents et puis ça va souvent correspondre aux parties nord et sud de la France. Ensuite viennent les blancs fruités, là ça va être les blancs de Bourgogne et les vins du sud de la France. Mais encore une fois, voilà, ces subdivisions-là, en fait, elles dépendent, et c'est notamment vrai pour les vins blancs secs, beaucoup des cépages que vous allez utiliser. La couleur, elle va être du transparent au jaune paille pour les vins blancs jeunes, et elle va évoluer de doré jusqu'à roux pour les vins plus vieux. La température de service d'un vin blanc sec, c'est entre 8 et 12 degrés, beaucoup plus frais qu'un vin rouge, bien évidemment. Le potentiel de garde pour les vins blancs légers, ça va être autour de 2 ans. Pour les vins blancs fruités, 4 ans, jusqu'à 10 ans même pour certains crus de Bourgogne, de Bordeaux et de la vallée du Rhône. Mais encore une fois, ça va quand même correspondre beaucoup aux cépages utilisés. Par exemple, tous les vins issus des cépages Marsanne, Roussanne qu'on va retrouver
trouverez beaucoup dans le Rhône, Riesling en Alsace, Chenin dans la Loire, Chardonnay en Bourgogne, Viognier dans le Rhône, Sauvignon et Sémillon à Bordeaux notamment, dans la région des Graves. Et certains vins du Jura vont pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps. Pour ce qui est des arômes principaux, dans les vins blancs secs, alors ça va être des vins très floraux, on va retrouver des notions de rose, de jasmin, toute la grande famille des arômes de fleurs dans le vin, des arômes végétaux, des arômes de fruits blancs. Alors par fruits blancs j'entends essentiellement pommes et poires, des arômes d'agrumes, des notes d'épices, et pour les vins blancs le plus expressifs, et ça va correspondre surtout aux fruités évidemment, des notions de brioche, de pêche, d'abricot, de fruits tropicots, et les vins blancs vieux, eux, vont évoluer vers des notes de fruits secs, de cire, de cannelle, de vanille. Alors les vins blancs légers vont quand même globalement avoir une couleur qui est assez pâle, c'est des blancs qui vont rester assez minéraux, ça va correspondre aux cépages Uni, Sylvaner, Pinot Blanc, Aligoté, Mosaic, Muscadet. Les blancs fruités auront eux des arômes plus exotiques, plus expressifs, plus d'alcool aussi. Et dans les cépages que je vous ai listés, notamment les blancs qui se gardaient le mieux, vous pouvez rajouter, pour ce qui est de la catégorie évidemment, des blancs fruités, les cépages Muscat, Pinot Gris, magnifique d'ailleurs le Pinot Gris, et le Gewürztraminer. Alors il faut savoir que le terroir peut apporter plus ou moins de la minéralité au raisin. Il faut savoir qu'un vin blanc, généralement en vieillissant, va perdre de sa minéralité. L'équilibre des vins blancs, lui, va se baser sur deux notions essentielles, que sont la minéralité, ou l'acidité, et l'alcool. On va s'arrêter là, on va se réserver les 5 autres grandes familles de vins pour l'émission prochaine. Je suis désolé, ça a été un peu long, mais il y a quand même beaucoup de notions à revoir et à aborder, même pour un premier podcast d'introduction généraliste. Donc on essaiera de faire mieux, de faire plus concis la prochaine fois. Ce sont les premières émissions, donc le podcast a beau être écrit, il faut quand même que je trouve mes repères. Et puis en toute honnêteté, j'aimerais bien rester sur un format 15-20 minutes qui vous permettra d'écouter les émissions en voiture, par exemple, et en tout cas qui est idéal je trouve en termes de durée et peu contraignant en termes d'écoute. Voilà. Vous pouvez retrouver les visuels qui condensent l'essentiel des informations sur Instagram. On verra peut-être plus tard pour faire un site ou en tout cas pour héberger tout ça. Le compte Instagram, c'est Vintéligible tout simplement. De toute façon, vous le retrouvez dans la description. Évidemment, si vous avez aimé ce podcast et si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, parler de ce podcast autour de vous. Surtout, c'est ça qui va m'aider. Je rappelle qu'on est parti pour 50 à 100 émissions. Donc il va falloir me soutenir parce que sinon le podcast va s'arrêter à un moment donné, tout simplement. Vu que là c'est la première émission, n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas, ce qui restera amélioré, mais aussi ce que vous avez aimé dans cette émission. Encore une fois, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour suivre mon quotidien d'amateur de vin, mes dégustations, la présentation des vignobles qui sont autour de moi. Bon là on commence très classiquement par les vignobles de Gaillac, mais on va essayer d'aller un peu plus loin aussi dans le futur. Pas mal de conseils et d'informations pédagogiques sur certains aspects du vin. Écoutez mes petits vins intéressés, moi je vais aller me déguster une petite bouteille de Cabrières 2018 Léo de Saint-Rome, en AOP, c'est un Languedoc. C'est un vignoble qui est pas très connu d'ailleurs, première fois que j'en déguste un, qui est globalement entre les terrasses du Larzac et Saint-Chinian, donc en rouge au nord-ouest de Frontignan. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour la seconde partie de cette thématique, pour devenir évidemment vincolable sur le sujet et surtout stimuler votre vintellect. Adieu. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit.